Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. J'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, une émission bien verte. Nous parlons d'écologie et de foi. Oui, deux mots qui peuvent bien aller ensemble. Car l'Église détiendrait-elle des solutions à la crise écologique que nous vivons actuellement? C'est ce que nous découvrirons. Nous recevons en studio Jean Provencher, un agent de changement social. Il nous partage comment il veut changer le monde, rien de moins. Connaissez-vous le GAEI? Eh bien, moi non plus. Il y a quelque temps, je ne connaissais pas. Nous découvrirons cette belle initiative écolo de chez nous. Dans sa chronique, notre ami Antoine Malenfant nous expliquera comment, dans la vie comme en écologie, tout est question de mesure. Est-ce que la solution à la crise écologique se trouverait dans nos monastères? C'est ce que nous découvrirons avec le frère Gilles. Bonne émission à chacun et à chacune! Il me fait plaisir de vous présenter Jean Provencher. Avec son épouse Sylvie, ils ont eu 4 enfants qui sont maintenant de jeunes adultes. Attention, après 25 années comme conseiller en gestion, il fait un saut dans le vide dans sa vie professionnelle et fonde le Carrefour Terre à Terre en 2007. Il est également auteur puisqu'il a écrit un coffret de 5 livres s'intitulant « Être, penser et agir autrement ». Je sens que notre invité a beaucoup de choses à nous partager, a un parcours bien atypique. Je suis très heureuse d'accueillir pour vous Jean Provencher. Bonjour Jean. Bonjour Geneviève. Bienvenue à Lumière du Monde. Merci. Alors, avec un parcours, en tout cas, que je pressens bien chargé. Donc, brièvement, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce qui t'a amené à faire ce saut dans le vide, ce changement, ce virage important dans ta carrière, ce qui t'a amené à devenir un agent de changement social? Qu'est-ce que c'est donc? Bien, en fait, pour faire une histoire très courte, j'ai toujours été sensibilisé par les valeurs sociales, humanitaires, par la préservation de l'environnement, la nature, puis tout ça. Puis ça, depuis que je suis jeune. Puis là, avec la famille fondée, les 4 enfants, donc ça me prenait un emploi quand même intéressant pour pouvoir nous permettre de vivre et de survivre à certains égards, dans le fond. Une stabilité. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un emploi qui était comme conseiller en gestion dans une firme de technologie d'information. Pendant 25 ans, j'ai eu justement à travailler beaucoup en termes de gestion du changement. Alors donc, mes préoccupations sociales, environnementales, puis tout ça, jumelées à cette expertise-là que j'ai développée au fil du temps en gestion du changement, qui nous amène à implanter un changement, à sensibiliser les gens au changement, à ses bénéfices, puis comment il peut aboutir ce changement-là de façon adéquate et productive. Bien, c'est ce que j'ai fait à une bonne partie de mes 25 ans. Alors, c'est là que j'ai décidé de faire un saut en 2018. Et là, j'ai fait beaucoup de recherches. Qu'est-ce que je pourrais faire, puis tout ça. J'avais bien beau lire, j'avais bien beau m'informer là-dessus. J'osais avec des gens. Il n'y a rien qui me plaisait. Des gens me disaient, regarde, tu peux venir dans mon organisation. On a besoin d'une stratégie de développement durable. Regarde, je pourrais donner un contrat. C'est plus des contrats comme ça que je veux. Moi, je veux aller vers les gens, je veux accompagner monsieur et madame tout le monde, je veux accompagner les organisations pour les amener en marche là, vers cette préoccupation, cet éveil de conscience-là comme tel. Et j'ai décidé finalement, après avoir tout analysé ça, il n'y a rien qui existe que je veux faire, je vais le créer mon emploi à ce moment-là. Et c'est là que j'ai décidé finalement de créer mon emploi d'agent de changement social. Ça veut dire quoi, agent de changement social? En fait, c'est... On comprend qu'il y a quelque chose de changement, de changer le monde, là, quelque chose comme ça. C'est ça, parce que ça a l'air un petit peu abusif. Quand on dit on va changer le monde, je ne changerai pas le monde à moi tout seul, on s'entend. C'est une figure de style, là, mais dans le fond, l'agent de changement social, ce qu'il fait, c'est je suis engagé au service de la société. Donc, tous mes talents, mes forces, puis tout ça, je vais les mettre au service de la société pour les sensibiliser sur ce qui se passe sur notre planète. On le voit partout à travers les médias. Pour bien du monde, il n'y a plus rien à faire. C'est décourageant. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai entendu des milliers de fois là, dans les dernières années, des gens qui me parlaient et qui me disaient ça. « Ah, ben là, regarde, je ne sais pas quoi faire. » Puis moi, comme quelqu'un qui est spécialisé en information, en gestion du changement, je disais « Oh, oui,
moi, je peux essayer de t'accompagner tout ça là-dedans. Donc, en créant ça, je me suis donné comme mission, finalement, d'amener les gens à sensibiliser à ce qui se passe, à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais aussi un élément bien important, à espérer. Parce que c'est pas vrai que c'est l'apocalypse, c'est pas vrai que c'est fini, tout est fini, sa planète, on va tous mourir. Non, non, moi, non. Moi, il y a une espérance de cœur qui est là. Alors, pour moi, c'est important de dire, voici, comprends premièrement ce qui se passe, je vais te l'expliquer, puis on peut échanger ensemble. Une fois que tu as compris, maintenant, garde l'espoir, tu vas voir, si tu veux aller plus loin, garde l'espoir. Puis à la fin, bien maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vraiment une démarche logique en gestion du changement, et c'est ce que j'ai appliqué dans mon travail pendant toutes ces années. Là, comme tel. Ouais. Et en 2015, je crois, il y a quelqu'un qui a volé ta job. Ou qui a fait quelque chose que tu aurais aimé faire, je pense. Je pense qu'il s'appelle François, puis il reste en quelque part comme le Vatican. À Rome, oui, le Vatican, là, il est habillé en blanc. Là. Oui, c'est ça. Non, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, je faisais une prédication au Cap-de-la-Madeleine pour la neuvaine. Okay. Puis justement, c'était sur Laudato Si, l'encyclique qu'il a écrit comme tel. Puis c'est ça que je disais aux gens, genre, il y a quelqu'un qui m'a copié, là, vous devez le connaître, c'est Pape François, là, tu sais. Mais ce que je trouve extraordinaire, ça devrait être, cette encyclique-là, là, c'est ça qu'on discutait avant d'entrer en ondes, là, dans le fond, ce qu'il y a dans cette encyclique-là devrait être, je te dirais, le guide pour notre société d'aujourd'hui. C'est fou, hein? Ah, c'est extraordinaire. Si, mettons, c'est pas le pape, il n'est pas dans l'Église catholique, parce qu'il y a des gens, si on parle d'Église catholique, c'est fini, ils ferment les oreilles. Mettons que c'est juste un écrivain, là. L'encyclique, là, c'est un best-seller international. C'est extraordinaire ce qu'il y a là-dedans. Puis pour moi, je te dirais, c'est une matière première là, essentielle à ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je vais faire. Parlons-en de ton travail. Tu as écrit 5 livres, un coffret qui s'appelle « Être, penser et agir autrement », qui est juste à côté de toi. Oui, exactement. Peux-tu nous en parler? Je me permets de prendre une petite minute pour ça, parce que c'est quand même le centre, dans le fond, de... Donc, c'est un travail que j'ai amorcé, comme je disais tout à l'heure, en 2016, et que j'ai complété, finalement, publié le 19 mai 2021. Okay. Donc, c'est vraiment un livre, mais en 5 volumes. C'est nouveau, là. C'est nouveau, c'est chaud. Oui. Et ça, dans le fond, encore là, c'est... J'ai eu une idée comment amener les gens à cheminer en termes de gestion du changement. Je parle souvent de gestion du changement parce que ce qui se passe sur notre planète, on est en gestion du changement, alors c'est au cœur de tout. Et dans le fond, c'est 5 volumes qui sont complémentaires. D'une part, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on doit savoir d'où on vient. Oui. Alors, le premier volume, qui est vraiment l'évolution de notre monde, comment on est arrivé là, l'être humain qui arrive, la mondialisation, tout ça. Okay. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Deuxième volume, c'est les grands enjeux. Réchauffement climatique, inégalité sociale, répartition des richesses, destruction des ressources, pollution. Qu'en est-il réellement? C'est ça, exactement. Donc, on sait avec ça ce qui se passe réellement. C'est extrêmement documenté. Après ça, bien, pourquoi, si c'est si évident, pourquoi ça n'avance pas plus vite, les changements? Alors, donc, je leur parle des obstacles. Donc, nous, dans notre état d'esprit, dans notre inaction, dans notre incompréhension, dans notre scepticisme, puis bon, bien sûr, les gens disent des multinationales, les gouvernements qui n'agissent pas, ils ont tout à fait raison. Mais nous autres, on fait partie aussi du problème et de la solution. Aussi, exactement, un peu, hein? C'est ça. Le quatrième qui est tellement important pour moi, j'en parlais tantôt, c'est vraiment l'espoir. Bon. OK, ça va mal, entre guillemets, là, ça va mal, puis tout ça, bon, bien maintenant, là, je peux-tu encore avoir d'espoir? Oui, parce que je démontre que le monde va mieux aujourd'hui. Ah oui? Oui, absolument. Ah oui, c'est tombé une bonne nouvelle. Oui, le monde va mieux. Puis, je donne des exemples là, de héros, de gens qui ont changé le monde, qui transforment le monde, des gens qui ont dit, bon, ben regarde, moi, je fais un petit geste qui a pris l'ampleur, puis maintenant, c'est devenu un mouvement international. Ah. Il y a des choses extraordinaires. Puis les gens qui lisent le 4e volume, ils disent, ah, wow, bon, ben là, ça va à peine qu'on travaille là-dessus. Il faut se rendre au 4e, là. Il faut se faire décourager au 3e. Non, c'est ça, au 4e. Puis le dernier, bien, la conclusion bien logique, c'est maintenant que tu sais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut, qu'il y a de l'espoir, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, j'ai des centaines et des centaines de solutions concrètes sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant par rapport aux grands enjeux comme tel. Eh bien, merci, Jean. C'était un réel plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Merci pour ton expertise dans le domaine qui nous donne le goût de changer. Quand on voit comment ça t'illumine, ça... Voilà, il n'y a pas de plus beau message que celui du témoignage et c'est ce que tu nous as donné ce matin. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Le GAEI, vous connaissez? Jean, tu connais le GAEI?
Non, pas vraiment. Ça te dit rien? Non. Écoute bien, c'est le groupe d'action en écologie intégrale de la paroisse Notre-Dame de Foix. Je pense qu'il va falloir que tu ailles les rencontrer. Hein? Oui, absolument. Sur l'agenda. Oui, ça y est. Donc, découvrons à l'instant cette belle initiative d'une paroisse bien de chez nous. Donc, bonne découverte. Cari fratelli e sorelle, con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune. Ça a commencé avec l'apparition de l'encyclique Laudato Si en 2015, juste avant la conférence de Paris. Et on était très frappés par la qualité de l'état de situation qui était présenté dans ce document-là. D'un point de vue scientifique, c'était extraordinaire. Et puis surtout, ça a été, pour moi, c'était un choc qui venait du secteur de l'environnement par la proposition d'utiliser le concept d'écologie intégrale. Alors ça, c'est devenu extrêmement important pour nous. Et puis, le curé de l'époque a dit, on va former un comité porteur. Et le comité porteur est devenu le groupe d'action en écologie intégrale. Je pense que notre archevêque est constamment à dire ça, à vouloir que les bénévoles se prennent en main, partent des projets, montent des choses. Je pense que c'est un bel exemple ici qui fonctionne. On s'est organisé en 3 grands comités. Un comité spiritualité écologique, un comité communauté verte, donc pour travailler avec la communauté, notre Église, sur le verdissement de ses activités, de ce qu'il fait. Donc c'est dans ce cadre que se situe justement le jardin, donc jardin de vivre ensemble, et puis un axe solidarité et dialogue dans le cadre duquel nous intervenons en tant que citoyens du monde. Notamment les sœurs à Beauport qui ont leur terre, qui réfléchissent fort quoi faire avec. Le groupe d'action en écologie ont fait des démarches puis ils ont écrit des documents pour essayer de les aider à trouver des solutions. On ne voulait pas faire un comité pour faire des études puis faire des rapports, ces choses-là. On voulait un groupe vraiment centré sur l'action locale, là où on a de la prise. Pour moi, la première action intéressante à faire, c'était d'avoir un jardin collectif bio. Puis là, en janvier 2017, l'attentat de la Grande Mosquée. Et là, ici à Québec, à Sainte-Foy, on ne parle plus que de vivre ensemble. Ce qui me vient, c'est, bien là, pour apprendre à vivre ensemble, il faut peut-être qu'on fasse des choses ensemble. Et dans ce contexte-là, nous avons invité effectivement le responsable du cercle citoyen à se joindre à nous, qui l'a accepté, et le représentant du Centre culturel musulman à se joindre à nous. Et nous travaillons vraiment en bonne entente autour de ce jardin. Alors, on a commencé à se mettre en recherche de comment on fait ça, un jardin collectif, là, parce qu'on ne connaissait pas ça, personne. Je fais beaucoup de recherches sur Internet sur comment créer un calendrier d'un jardin. Donc, heureusement qu'il y a Marielle aussi qui m'aide beaucoup parce qu'elle connaît les activités à faire. J'ai pris la charge du jardin parce que je suis fille de cultivateur et puis je pense que j'ai quelques connaissances. Moi, j'étais familier avec le concept d'écologie. Le pape propose l'écologie intégrale. Qu'est-ce qu'il vient ajouter de plus? C'est qu'il vient ajouter à l'espèce et à son milieu l'activité organisée de l'espèce en question. On est obligé de questionner les valeurs qui motivent tout le monde. Le côté intégral va beaucoup plus loin que de planter des plantes, ramasser des légumes à la fin. C'est toute la vie ensemble, l'organisation ensemble, la planification, l'articulation autour de leur foi. C'est beau de voir dans nos jardinières, nos jardiniers, la diversité culturelle qu'on retrouve, là. Autant au niveau des provenances des gens que des croyances religieuses. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de montrer notre foi, de parler de l'amour de Dieu, parce que ici, on est des gens qui venons d'un monde différent, là, de différents pays. Pas de préjugés, on aime les autres comme ils sont. C'est ça, c'est comme l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Des personnes qui au début étaient vraiment très réservées, froides, petit à petit, vraiment, ils se décongèlent.
la quantité de famille qui vient ici, de multigénérationnel, grands-parents, parents, enfants, ça devient un lieu de rencontre partagé à l'arrière d'une église. Je trouve que c'est un très bon projet pour apprendre les enfants que les légumes, les fruits, ça n'arrive pas comme ça dans les magasins, il faut les cultiver, il faut s'en occuper et que c'est pas facile de s'en occuper, surtout c'est du bio, ça a du bon goût là. Je trouve ça extraordinaire pour déstresser, puis d'être en relation avec la nature. Je me sens, je peux dire, connectée avec le divin. Je me sens comme ça, je le sens comme ça. Je trouve Dieu, moi, dans la nature. Quand je me promène, comme je vous disais, je suis connectée. C'est là souvent que je prie aussi, que ça m'aide beaucoup à prier. En début d'émission, nous avons parlé du changement avec Jean. Eh bien, aujourd'hui, notre chroniqueur Antoine Malenfant vient nous parler que tout est question de mesure. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Ça fait plaisir de te retrouver encore cette année. Tout plaisir pour moi. Bon, plaisir partagé. Antoine, la mesure du changement, quelle est-elle? Est-elle sans mesure? Éclaire-nous à ce sujet. Oh, question profonde et philosophique que tu me poses là. Tu sais, le changement, c'est comme un mot qui est galvaudé. Là. On peut l'utiliser quasiment à toutes les sauces. Là. Mais je pense qu'il y a un changement des fois qui est sain et qui est nécessaire. Hein. On le voit bien avec la crise écologique. Là, un des changements, on adopte plein de changements dans nos vies dans cette direction-là. Le recyclage, ça en a été un changement là, qu'on a adopté. La plupart des Québécois, les récentes études le démontrent, là, ont embrassé le recyclage. Là, je pense, presque 3/4 des Québécois recyclent de manière assez responsable. Et, bon. Mais on peut recycler à l'infini si on n'agit pas à la source, c'est-à-dire sur la consommation. Ça se peut qu'on travaille dans le beurre. Puis c'est un peu vers là que va ma chronique d'aujourd'hui. Bon, tu parlais de la mesure, hein, c'est la mesure. On dit souvent que personne n'est contre la vertu, personne n'est contre le recyclage aujourd'hui, c'est vertueux de recycler. Mais la vertu, c'est la juste mesure entre deux excès. Puis souvent, on voit la vertu comme une espèce d'apogée ou le sommet d'une pente. Là, en haut, il y aurait la vertu, puis en bas, il y aurait le mal, là, ou le mauvais comportement. On a tendance à voir les actions écologiques là, à des niveaux soit microscopiques ou macroscopiques. Je m'explique. Microscopique, là, chaque petit geste compte. Il faut fermer le robinet quand on se brosse les dents. Il faut bien trier les canages quand on met le recyclage au bord du chemin. Tout ça est vrai, mais peut-être que c'est peut-être pas là qu'on a le plus d'impact. Au niveau macroscopique, on a les grandes conférences internationales, là, la COP 21, 24, 27, etc. Tout ce beau monde-là qui se rend quelque part en avion, hein, qui brûle du gaz en masse. Ils n'iront pas en voilier. Ils n'ont pas le temps. Ça m'étonnerait, pas le temps. Ça, on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus, toi et moi, en tout cas, à moins que tu aies des connexions, des contacts que je ne connais pas. Tu me laisseras. Mais entre les deux, il y a le niveau, entre le micro et le macroscopique, il y a ce que j'aime appeler le niveau mésoscopique. Hein, les petits groupements humains, et c'est là qu'on a, je pense, c'est comme un angle mort. C'est rarement abordé dans l'analyse ou dans l'analyse de nos moyens écologiques. Les petits groupes, la paroisse, le milieu de travail, le quartier, c'est des endroits où chaque personne a beaucoup d'impact. C'est des milieux à échelle humaine. Et c'est pour ça que tout est dans tout. Hein? Tout est lié, dit le pape François dans Laudato aussi. C'est pour ça que je voulais parler de mesure, parce que ces groupements-là, c'est des groupements, c'est des lieux, disons, à taille humaine. À notre mesure. À notre mesure. Le deuxième point que je voulais amener aujourd'hui, je vais essayer de faire ça rapidement, c'est la question de la limite. Ça aussi, c'est lié à la juste mesure. Dans l'encyclique Laudato Si, publiée par François en 2015, le pape nous dit que c'est beaucoup une question de limite. Le mot revient même 50 fois dans l'encyclique, dans sa lettre.
c'est quand même pas anodin. Et pourquoi il parle de limites? C'est parce que on pense aujourd'hui qu'il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite à assouvir mes désirs. Mon désir on pense que chaque limite est une entrave à notre liberté. C'est faux. C'est une mauvaise conception de la liberté. Mais aussi, c'est que on voit mal les conséquences de ce déni-là, de cette négation-là des limites autour de nous. Et en amont de ça, si on veut poursuivre la réflexion du pape François, c'est se questionner sur nos limites, c'est nécessairement se questionner sur notre condition humaine, sur qui on est dans le monde. Est-ce qu'on est des créateurs, des créatures? Oui. C'est quoi notre place dans la création? Est-ce qu'on a quelque chose à recevoir? Beaucoup, on a beaucoup à recevoir et ce monde-là qu'on est appelé à recevoir comme un don, comme un cadeau dont il faut prendre soin, il est limité, il y a des ressources limitées et nous-mêmes, comme êtres humains, on est très limités. Il faut voir nos incapacités là-dedans, nos incapacités d'aimer notre prochain à travers chacun de nos gestes. Fait que finalement, la grande révolution du pape François en matière d'écologie, c'est de nous ramener à une conversion spirituelle qui, elle, va avoir comme fruit une conversion matérielle, disons, dans les actions plus écolo. Merci Antoine, c'est une belle réflexion qu'on va poursuivre puis essayer de concrétiser dans nos vies de tous les jours. Ça fait plaisir Geneviève, à bientôt. À bientôt. Depuis des siècles, les moines et moniales vivent dans un mode de vie écologique. Et oui, comment cela peut-il nous inspirer dans notre vie quotidienne? Partons à la rencontre du petit frère Gilles, un moine du monastère de la Croix-Glorieuse dans Charlevoix. Il nous partage des pistes concrètes pour l'écologie. C'est sûr que l'écologie aujourd'hui est très populaire, ça a pris une ampleur très grande, mais en même temps, l'Église a toujours eu un souci par rapport à l'écologie, étant donné que Dieu est le créateur de cet univers-là, que l'on est inséré dans cette création-là, puis il a dit « toute chose a été bonne ». Alors c'est sûr qu'il nous a confié la gestion de cette création-là. Il nous l'a confié non pas pour qu'on puisse éventuellement tout s'approprier, tout tourner vers nous, mais aussi qu'on ait un souci de cette création-là pour pouvoir bien la gérer. On peut transformer la création, dépendant comment on la transforme. À ce moment-là, on la mène vers Dieu ou on l'éloigne de Dieu, si on pourrait dire. C'est chaque créature a une trace de Dieu en lui. Et cette trace de Dieu en lui, on peut être en relation, on peut la voir, cette trace-là, en étant attentif à chacun des êtres qui sont là. Donc, si je fais attention à le pissenlit qui est là, je peux voir par sa couleur, par sa forme, etc., qu'effectivement, il y a quelque chose de grand en ce petit pissenlit-là, en fin de compte. Puis ce grand-là, c'est quelqu'un qui l'a créé, qui a permis à l'éclosion de ça. Puis ça permet en même temps à moi de voir que la beauté que je vois là, c'est la beauté de Dieu aussi en même temps. Il y a un lien entre la beauté qu'on voit présentement, le dynamisme qu'il y a dans cette création-là, puis le dynamisme qu'il y a aussi en Dieu. C'est important de pouvoir trouver une paix intérieure pour être capable d'être en relation vraie avec soi-même, avec les autres, mais avec Dieu, mais aussi en même temps avec les choses. Alors, si on consomme beaucoup, bien, des fois, c'est parce qu'il y a un vide en nous. Il y a un très grand vide, puis on veut combler ce vide-là, non pas avec des relations avec les autres ou avec soi-même ou avec Dieu, mais avec des choses. On accumule des choses pour se sentir bien. Mais plus on accumule, plus on va accumuler, puis on ne s'en sort pas à un moment donné. C'est comme un tsunami au niveau de la consommation. Toute la société nous incite à consommer, mais si on n'est pas en paix en soi, une certaine tranquillité intérieure, ça devient difficile de ne pas consommer, justement. Soit consommer des choses qui nous apaisent sur le moment, mais qui ne nous comblent pas vraiment sur du long terme. Alors, ce qu'on vit ici, c'est justement cette relation
qui nous permet d'être en paix intérieurement, de trouver, je dirais, pas nécessairement le bonheur total, parce que le bonheur total, ça n'existe pas en ce bas monde, mais de trouver une certaine paix intérieure qui nous permet d'être soi-même et être en relation vraie avec les autres. Il faut se donner des temps d'abord d'arrêt. Dans notre monde actuel, ça va vite, puis pas à peu près. Puis si on ne s'arrête pas, on est dans un mouvement qui nous entraîne, puis qui, en fin de compte, nous empêche d'être en lien avec nous-mêmes. Donc, il faut se donner des temps d'arrêt. Puis la prière, quotidienne, on pourrait dire, la contemplation, de se donner des temps, c'est extrêmement important pour être en mesure, là, justement, de de combler le vide qui est en dedans de soi, de mieux se connaître. Puis ici, on offre justement la possibilité aux gens, soit ici à l'hôtellerie ou soit dans les chalets qu'on a construits dernièrement, à trouver cette paix intérieure-là, cet arrêt-là, justement, de se donner 3-4 jours peut-être pour arrêter, approfondir sa relation avec Dieu, etc. Dieu, créateur, a aimé cette création-là. Il nous aime, chacun individuellement, mais il aime la création. Puis on retrouve Dieu dans cette création-là. Pour découvrir ces moines si accueillants, n'hésitez pas à vous rendre à Saint-Hilarion dans Charlevoix pour les visiter dans leur monastère. D'ailleurs, Antoine, tu es déjà allé chez les Petits Frères de la Croix? Jamais, je m'en confesse et je regrette amèrement. Bien, il faut que tu y ailles cet automne avec les couleurs magnifiques. Ouais. Et puis, c'est tellement touchant de voir leur accueil, leur joie. C'est j'en doute pas une seconde. Éblouissant. Ils t'attendent. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission sur l'écologie. Un enjeu crucial pour notre monde et qui préoccupe grandement notre Église. La semaine prochaine, nous parlons d'agapé. Agapé, me dites-vous, eh bien, c'est un mot peu connu, mais qui nous touche tous. Il s'agit de l'amour inconditionnel, l'amour que Jésus lui-même nous a enseigné et qui a le pouvoir d'apporter à notre monde une véritable révolution. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir permis de vivre cette demi-heure en votre compagnie. Bonne semaine.